Collapse ou pas collapse, le bulletin de veille hebdomadaire engagé qui vous donne les clés avant de choisir d'avoir un enfant supplémentaire ou pas. Le format post sur LinkedIn et Facebook a plutôt bien marché, je teste pour la première fois un format vidéo, nous verrons ce que ça donne. N'hésitez pas à liker et partager pour nous aider et à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce bulletin et de ce format. Merci tout d'abord à l'équipe Collapse ou pas de Collapse, Arthur Keller, Stéphane Audran, Clémence Marc, Alexis Dumoulin et Bruno Chaplot de m'alimenter à longueur de semaine avec leur veille et leur expertise en matière de collapse, mais aussi en matière de pas collapse. Cette semaine, on commence par pas collapse. L'Argentine stoppe ses exportations de soja, carrément. 41% des exportations mondiales s'arrêtent. Décision pour le moment inexpliquée et mystérieuse du gouvernement argentin, même si on n'en est plus à un truc mystérieux près en ce moment. Quelles conséquences pour l'Europe qui importe environ 90% de son soja? Tiens, chiffre qui rappelle le pétrole et le gaz, même s'il est plus facile de se passer radicalement de nuggets et de bacon du jour au lendemain. Les élevages européens sont très dépendants au soja sud-américain, principalement Brésil et Argentine. Sur l'ensemble des importations européennes, les 3/4 sont destinés aux élevages industriels de poulets de chair et poules pondeuses pour 50% et de porc pour 24%. Les vaches laitières consomment 16% du soja importé et les vaches allaitantes, race à viande, 7%. Pourquoi pas collapse? Eh bien de même que le choc pétrolier actuel, avec ou sans guerre en Ukraine, il y aurait des tensions, nous mettra peut-être le coup de pied aux fesses nécessaire pour sortir un peu des énergies fossiles, peut-être avons-nous besoin de ce genre d'épisode pour manger moins de merde qui nuit à notre santé, sature inutilement les hôpitaux déjà sous tension, détruit les écosystèmes naturels, dérègle le climat et torture par milliards des êtres sentients innocents qui ne nous ont rien fait de mal. D'ailleurs, le dernier rapport du GIEC, vous savez, celui que nos traîtres de journalistes des grands médias vendus à l'oligarchie n'ont pas daigné couvrir, martèle de nouveau que les régimes alimentaires déséquilibrés réduisent notre capacité d'adaptation au changement climatique en augmentant la vulnérabilité des écosystèmes et des humains et en exacerbant la concurrence autour des sols et de l'eau. C'est en page 14 du résumé pour décideurs. Comme mentionné dans d'autres rapports du GIEC et de l'IPBES, nos régimes alimentaires jouent aussi une part majeure non seulement dans le changement climatique, autour d'1/4 des émissions de GES pour l'ensemble de la chaîne agroalimentaire, et dans la destruction des habitats naturels. Attention quand même, l'utilisation du soja pour l'alimentation animale et humaine vont de pair. La production de tourteaux de soja à destination de l'élevage est le résultat de la production d'un autre sous-produit du soja, l'huile de soja, qui, elle, est à destination de l'alimentation humaine. Selon les données du commerce du soja mondial publiées par Nature Conservancy, 85% du soja mondial est utilisé pour fabriquer de l'huile de soja à destination humaine, puis des tourteaux à destination animale. Néanmoins, pour remettre quand même les choses à leur place, un peu d'historique, la production de soja a explosé avec les besoins croissants de tourteaux de soja à destination animale après la Deuxième Guerre mondiale. L'usage de l'huile de soja n'a été développé qu'en conséquence. Bon, au final, avec cette affaire, c'est souvent la même chose. Et il faut ne plus manger de viande industrielle pour N bonnes raisons et manger une viande de qualité lorsqu'on aime ça, comme c'est mon cas. Sortir du gaspillage et des régimes alimentaires déséquilibrés, et on a largement assez de recul pour affirmer que ça ne viendra manifestement pas tout seul et il faut pour cela des décisions politiques fortes. Consommer des huiles produites de manière plus soutenable et enfin se fournir en soja produit par des techniques agricoles également plus soutenables. Alimentation toujours. Notre camarade Stéphane Linou a été choisi pour débuter les séances d'audition sur l'évaluation nationale des projets alimentaires territoriaux, mission confiée au sénateur Frédéric Marchand par le Premier ministre. Stéphane a pu présenter une partie de sa vingtaine d'années de réflexion, d'action et de propositions sur la résilience alimentaire et la sécurité nationale à travers les projets alimentaires territoriaux. Félicitations Stéphane, beaucoup de choses que tu avais annoncées et qui paraissaient lunaires pour certains à l'époque s'observent de plus en plus. Il est encore temps de se ressaisir, même si, comme tu l'as dit ici sur plan B, on ne changera rien à la hauteur de la chute, mais juste à l'épaisseur du matelas. Énergie. Un réacteur à fusion sphérique atteint la température requise pour le fonctionnement commercial. Un record, 100 millions de degrés Celsius pour un tokamak sphérique. Les annonces de percées technologiques pleuvent depuis quelques mois sur la fusion nucléaire. D'habitude, c'était le plus souvent du buzz, mais apparemment depuis quelques temps, ça l'est beaucoup moins. Je me suis entretenu avec Greg de Temerman, un grand chercheur en fusion nucléaire. Suivez-le sur Twitter et LinkedIn sur les questions énergétiques plus généralement. Greg est d'habitude un petit peu perplexe sur les annonces sensationnalistes, disant souvent que ça fait 40 ans que la fusion c'est pour dans 40 ans.
Mais son scepticisme semble quelque peu avoir diminué. Il n'est désormais pas impossible que nous ayons un prototype pré-industriel dès les années 30 et une commercialisation de la fusion dans les années 40. On est d'accord, c'est hors délai pour la transition énergétique. Mais ce serait quand même une corde à notre arc pour éviter un effondrement énergétique complet. J'entends certains, comme Aurélien Barraud, dire que la découverte d'une énergie illimitée serait une catastrophe, car elle rendrait la puissance de destruction environnementale de l'humanité tout aussi illimitée. Je comprends et respecte tout à fait ce point de vue. Mais plusieurs choses. Tout d'abord, il n'est pas dit que la pénurie énergétique soit particulièrement bonne pour le vivant, avec le risque qu'on se rue sur des énergies diffuses, telles que les agrocarburants ou le bois des forêts pour avoir de l'énergie. Rappelons d'ailleurs que la révolution des énergies fossiles, offrant une énergie dense, a grandement contribué à stopper la déforestation, par exemple, en Europe. Ensuite, il n'y a pour le moment rien d'illimité dans la fusion. Il n'y a pas un seul réacteur commercialisé et il faudra longtemps, des décennies et des décennies pour déployer la technologie à grande échelle, si tant est qu'on y arrive un jour. Même le jour où la technologie est parfaitement au point, il faudra construire les centrales à travers des projets longs et complexes. Bref, ça ne se fait pas du jour au lendemain. De surcroît, la fusion, ce n'est que de l'électricité, soit environ 20% de l'énergie mondialement consommée. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on résoudrait hypothétiquement, dans quelques siècles, le problème de la limite énergétique qu'on résoudrait le problème de la limite matérielle. Au contraire. Par exemple, rien que pour tout électrifier, comme vous le savez, on a comme un petit défi de matériaux. Ma ligne est qu'on est dans un tel pétrin que nous n'avons pas le luxe de renoncer à d'éventuelles solutions. Le tout est de trouver le bon équilibre entre déploiement des différentes technologies et sobriété. En effet, si avec une énergie illimitée, on ne fixe aucune limite à la consommation de ressources, ce serait un désastre. Mais tout comme l'effondrement énergétique serait un désastre. Bref, on est sur une ligne de crête. Énergie toujours. Avec le coup de pied aux fesses de la guerre en Ukraine, l'Union européenne veut significativement accélérer le déploiement d'énergie solaire, avec pour objectif de se passer de 2/3 de l'approvisionnement de gaz russe d'ici 9 mois. La Russie représentant 40% de notre approvisionnement gazier, cela signifie remplacer un quart de notre gaz en 9 mois donc. Si je comprends bien, l'épuisement des ressources et le changement climatique, ça ne suffisait pas à nous motiver. Mais la guerre en Ukraine, si. Par ailleurs, on ne remplace pas comme ça, en quelques mois, un quart d'une source d'énergie aussi prépondérante et avantageuse par une source intermittente. Ça n'existe pas. Si on a des difficultés à se passer de gaz en Europe, c'est d'ailleurs entre autres justement pour pallier l'intermittence de l'énergie solaire et éolienne. Et on aurait soudain trouvé la recette magique parce que la Russie aurait envahi l'Ukraine, mais quel est le rapport? Bref, une transformation d'un système énergétique prend des décennies et il est plus que jamais temps que nos décideurs politiques remettent les pieds sur terre. On peut cependant saluer l'ambition de l'Union européenne. Bagnole! Un article de Caradisiac qui montre que la prise de conscience du problème énergétique et environnemental s'installe. On ne parle pas là d'une revue particulièrement écolo, ayatollah, khmer vert. Caradisiac m'avait déjà étonné par un article de Jean Savary intitulé « L'automobile vers la décroissance ?» que je vous mets en lien. Ce nouvel article de Jean Savary évoque à la fois le fait que nous ne sommes pas du tout dans la même situation que lors du choc pétrolier de 1973, que le pic pétrolier conventionnel est déjà franchi, que les progrès de sobriété de nos moteurs ont été étouffés sous le poids des monospaces puis des SUV, que produire de l'éthanol quand on manque de blé et de gaz et donc d'engrais est une hérésie, et que la voiture électrique fera face à de grosses contraintes d'approvisionnement en métaux, Russie ou pas Russie d'ailleurs. Or, il se trouve que pour le moment, Russie. Waouh, bravo monsieur Savary, message reçu 5 sur 5 évidemment sur Plan B, excellent article encore une fois. Bâtiment, une imprimante 3D va utiliser de la fibre de chanvre pour construire des maisons durables. Annonce à prendre comme d'habitude avec des pincettes, je vous mets le lien dans l'article pour que vous puissiez explorer par vous-même. Mais c'est signe de plus que le chanvre offre de nombreuses applications. Nous en avons parlé ici sur Plan B avec Aurélien Delecroix, président du syndicat professionnel du chanvre, interview que vous pouvez re-regarder. Enfin, à Aubervilliers, les jardins ouvriers réhabilités après l'abandon du projet de solarium. Depuis plusieurs mois, la construction d'un complexe aquatique en prévision des JO de 2024 provoque la colère des jardiniers du quartier et des militants écologistes. Dans un communiqué publié lundi, la mairie d'Aubervilliers et la communauté de communes Pleine Commune ont annoncé finalement faire marche arrière sur cette partie controversée du chantier. Bravo à nos camarades d'Aubervilliers, il n'y a pas de petite victoire. Chaque bout de nature, chaque petit noyau de biodiversité doit être défendu.
du petit jardin ouvrier d'Aubervilliers à Notre-Dame-des-Landes, vaillamment défendu pendant 50 ans par nos amis zadistes qui ont finalement obtenu gain de cause et dont nous pouvons être très fiers. Il y a largement assez de friches déjà bétonnées qu'on en refasse d'autres espaces bétonnés. Je rappelle d'ailleurs que la France est engagée pour le zéro artificialisation net, et que tant que nous n'aurons pas de preuve de véritable renaturation d'espaces bétonnés, ce sera logiquement zéro artificialisation tout court. On passe à collapse. Prix des carburants. Les dépôts pétroliers de Brest et de Lorient sont bloqués. Pêcheurs, agriculteurs, transporteurs ou encore professionnels du secteur des travaux publics bloquaient mardi ces dépôts pétroliers de Bretagne pour dénoncer l'envolée du prix des carburants, affirmant que tout le monde travaille à perte. Nouvelle démonstration pour les économistes hors sol selon lesquels l'énergie ce n'est que quelques pourcents du PIB. Bon. Manifestement, dans la réalité physique, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Et ce qu'on observe aujourd'hui est potentiellement un simple petit échauffement de ce qui suivra. Heureusement, j'entends de moins en moins ce genre d'ineptie de la part d'économistes, comme quoi on avance. Crise énergétique, toujours. En réponse, notre gouvernement se révèle au moins tout aussi nul que les précédents en matière d'anticipation et de réaction. Ça improvise, ça bouche les trous, ça pousse la poussière sous le tapis, ça fait l'autruche. Dans tout ça, il n'y a pas de vision, pas de pédagogie auprès de la population, pas de mesures fortes. Pourtant, ce ne sont pas les alertes qui manquaient, ni les propositions concrètes pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Par exemple, les propositions du plan de transformation du Shift Project, du rapport RTE ou encore de la Convention citoyenne pour le climat. D'ailleurs, si on avait appliqué les propositions de cette convention plutôt que mentir à tout le monde et trahir après avoir promis de les appliquer, nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui. Illustration de cette incompétence avec ces citations de Jean-Marc Jancovici sur le plan de résilience économique et sociale présenté par le gouvernement. Heureusement qu'il est là, ce monsieur Jancovici. Le gouvernement a présenté hier son plan de résilience économique et sociale qui constitue la réponse de l'État à la situation tendue sur l'énergie créée dans notre pays par la guerre en Ukraine. Le gros du plan vise à soulager les trésoreries, subvention des carburants, particuliers et professionnels, garantie par l'État de diverses catégories de prêts, ou décalage des paiements de la TVA ou des charges sociales. Mais ces mesures ne diminuent en rien notre dépendance aux importations de combustibles fossiles. Au contraire, la subvention aux consommateurs la pérennise. Nous ne serons pas en meilleure posture physique après ces mesures qu'avant. Ce qui contribuerait à résoudre physiquement le problème à l'horizon de la semaine ou du mois serait la baisse immédiate de la consommation à ces mêmes échelles de temps. On peut songer par exemple à la limitation de la vitesse sur autoroute, à la mise en place à très bref délai d'un plan de covoiturage entreprise, le domicile-travail représentant un tiers de la mobilité en voiture, à l'optimisation du taux de remplissage des transports routiers, avec obligation de remplissage minimum pour pouvoir rouler, à la baisse de la température de consigne dans tous les bâtiments chauffés au fioul et au gaz, et même pour l'électricité, dans la mesure où une partie de cette dernière provient du gaz. On peut songer à la baisse immédiate et réglementée du nombre de vols autorisés à décoller. Avant Covid, rappelons que 10% du carburant utilisé en France concernait l'aviation. Le plan de l'État propose aussi une accélération des investissements dits décarbonants, bâtiments, mobilité, ENR. Outre que certains sont plus décarbonants que d'autres, ces mesures sont à moyen et long terme. Leur appliquer le terme de résilience est donc à nuancer, une résilience à court terme. En matière d'agriculture, le plan consiste à subventionner les éleveurs exposés à la hausse du prix des céréales et à s'assurer que toute hausse sera bien passée au consommateur final via la distribution. À nouveau, pas d'incitation à procéder autrement. Après le Covid, la guerre en Ukraine est une nouvelle forme de démondialisation accidentelle, rupture des approvisionnements ou des débouchés. Ce que révèle ce plan, c'est que nous n'avons toujours pas pensé le XXIe siècle très différemment du XXe. Fin de citation. Il y a 2 ans, j'avais écrit un article avec Yves Bréchet, ancien haut-commissaire à l'énergie atomique et conseil scientifique auprès du gouvernement sur la transition énergétique. Donc le bonhomme a côtoyé le pouvoir d'on ne peut plus près sur la question énergétique. Ces constats sont accablants. Je maintiens évidemment et plus que jamais tout ce que nous avons écrit à l'époque. Et une fois que j'aurai les idées plus claires, je ferai une mise à jour suite au festival d'incompétence et d'absence de vision auquel nous assistons depuis 2 ans. Face à la crise du gaz, le Royaume-Uni lorgne de nouveau ses réserves de gaz de schiste. Par ailleurs, pour compenser l'arrêt des importations de pétrole russe, Boris Johnson a rencontré d'urgence les dirigeants saoudiens pour tenter de négocier une hausse de la production de pétrole. D'après l'article du Financial Times que je vous mets en lien,
Boris Johnson est un peu revenu la queue entre les jambes, pardonnez l'expression, l'Arabie Saoudite restant inflexible sur la non-augmentation de sa production. Ce spectacle désodorant est dommage, car le Royaume-Uni est un pays relativement actif et exemplaire en matière de décarbonation depuis 15 ans. Regardez leurs statistiques de mix énergétique depuis 15-20 ans, il y a pas mal de progrès, notamment avec la sortie du charbon, à la fois grâce au gaz, certes, mais aussi et surtout grâce à l'efficacité énergétique et la réduction des consommations, et dans une moindre mesure grâce aux énergies renouvelables. Y aurait-il, hélas, un plancher à la décarbonation sans douleur et sans sacrifice ? Pétrole et gaz de schiste américains. Dans un article, notre ami Philippe Gauthier fait un état des lieux. Je cite, « Les zones d'exploitation du pétrole et du gaz de schiste sont dans un état de déplétion beaucoup plus avancé que ce que laissaient entendre les statistiques de l'EIA, l'Agence américaine d'information sur l'énergie. C'est du moins ce qu'avance le géologue canadien David Hughes dans un rapport publié en décembre 2021 par le Post-Carbon Institute. En conclusion, David Hughes estime que si la production de pétrole et de gaz de schiste va demeurer élevée à courte et moyenne échéance, les prévisions trop optimistes rendent un mauvais service à la stratégie énergétique à long terme des États-Unis. Non seulement le pays va demeurer un importateur net de pétrole jusqu'en 2050, même selon les estimations optimistes de l'EIA, mais la production risque de plus d'être inférieure aux prévisions à un coût plus élevé. La révolution du schiste a donné 15 ans de répit au pays, mais celle-ci touche à sa fin. On ne sait jamais trop comment classer les nouvelles sur le pétrole dans collapse ou pas collapse. Si on en consomme trop, on s'effondre. Si on en manque trop vite, on s'effondre. Mais tant qu'on n'en manquera pas, manifestement, on en consommera trop. Bon. Pétrole toujours, cette fois-ci avec une réévaluation mondiale des réserves par Rystad Energy. Je cite de nouveau Philippe Gauthier, décidément très en verve cette semaine, et qui nous rapporte la chose suivante. Rystad a publié cette estimation l'été dernier. Premier constat, après une sérieuse réévaluation des données disponibles, les réserves ont été revues à la baisse dans presque tous les pays. Deuxième constat, les réserves 2P, l'estimation la plus probable de ce que contiennent les champs pétroliers connus, représentent moins de 20 ans de consommation au rythme actuel. Les données 2PCX, qui reflètent aussi le contenu probable des champs non encore découverts, nous donnent 60 ans de réserve. Mais ce chiffre demeure évidemment très spéculatif. Les données de Rystad sont considérées comme l'étalon or de l'industrie pétrolière, beaucoup plus précise que celles de l'AIE ou de l'EIA. Fin de citation. Philippe, cependant, pense que cela ne remet pas en cause son idée selon laquelle le déclin pétrolier s'effectuera à un rythme permettant notre adaptation. Donc selon lui, pas collapse. Agriculture. Certains producteurs de tomates sous serre chauffée se voient obligés d'arrêter le chauffage pour éviter la faillite. En cause, la multiplication par 10 des prix du gaz depuis le début de la guerre sur le sol ukrainien le 24 février. Alors, collapse ou pas collapse ? Alors, collapse pour ce secteur d'activité, et nous avons évidemment une pensée pour toutes les activités victimes de la flambée des prix de l'énergie. Mais, si l'on doit de toute façon s'adapter à un monde énergétiquement contraint, les tomates sous serre ne devraient plus exister, et nous devrions manger des fruits et légumes de saison. Donc, pas collapse si ce genre d'épisode favorise une prise de conscience et une transition, car quand il n'y a plus, il n'y a plus. Faut faire avec ce qu'on a et mettre de côté des petits caprices d'enfants gâtés qui veulent tout le temps, tout de suite, toute l'année. Agriculture toujours, sécurité alimentaire et changement climatique. Les pays méditerranéens redoutent la pénurie de blé d'Ukraine et de plus en plus le réchauffement climatique. Je vous lis un post-témoignage de Tayssir Grab, française d'origine tunisienne, particulièrement investie dans la défense de l'environnement. J'ai eu ma grand-mère hier au téléphone, elle est inquiète. La Tunisie pourrait connaître la famine. C'est une des conséquences de la guerre en Ukraine et du réchauffement climatique, parlons-en. La Tunisie est extrêmement dépendante aux importations comme de nombreux pays du pourtour méditerranéen. Environ 50% du blé et autres céréales, maïs, orge, soja est importé en Tunisie. 47% de cette importation provient de l'Ukraine, le reste vient de la Russie. La Tunisie subissait déjà une très forte inflation et les Tunisiens arrivaient déjà à peine à survivre. Aujourd'hui, ma grand-mère me raconte que les magasins sont vides. Le marché noir n'a jamais été aussi fort, il fait la loi. C'est aussi le résultat d'un État absent. Je vous donne de quoi comparer. Le kilo de viande est passé à 30 dinars, 9,30 €. Le salaire moyen en Tunisie, quand on a la chance d'avoir un travail, est à 600 dinars, soit 220 €. Pourquoi j'ai mentionné le réchauffement climatique ? Parce que ma grand-mère, qui vit dans le sud, m'a aussi raconté qu'il n'y a pas eu de pluie ces derniers mois. Les terres sont sèches, ils ont à peine de l'eau pour boire ou se doucher.
Les terres agricoles sont sèches, rien ne pousse. Vous comprenez maintenant que le réchauffement climatique fait déjà des victimes ou pas? Comment être résilient ou indépendant si on ne peut plus rien faire pousser? Bref, la situation est très grave. Je veux mettre en lumière les autres victimes collatérales de la guerre, montrer aussi qu'on est dans un système interdépendant. Ce qui se passe dans un pays aura une répercussion sur un autre. Et surtout, montrer aussi que le système capitaliste qui profite de la crise pour spéculer et augmenter le prix du blé est d'un cynisme total et tue des gens. Ce même système qui fait qu'il n'y a pas de pluie en Tunisie aujourd'hui. Fin de citation. Électricité nucléaire en France, des craintes croissantes sur la capacité des piscines de refroidissement. Déjà que c'est galère de construire de nouveaux EPR alors que notre parc nucléaire historique va arriver en fin de vie d'un coup autour des années 40, mais aussi le stockage des déchets fait peser un risque sur la production d'électricité. Les piscines de réchauffement d'Orano à La Hague se remplissent à vitesse grand V. Elles seront pleines en 2030 selon un scénario présenté par EDF qui espère la construction d'un nouveau bassin opérationnel en 2034 chez Orano, mais se trouve en butte à une opposition locale massive. Par ailleurs, le calendrier prévu par l'électricien s'appuie sur des données optimistes qui excluent tout potentiel incident dans les activités de retraitement. Ainsi, les problèmes pourraient se manifester en termes de saturation dès 2024. Aviation. Le contournement de la Russie oblige de nombreux vols à faire de longs contournements et à augmenter les dépenses de carburant et d'équipage. De nombreuses voies ne sont plus praticables en raison de la perte de l'espace aérien russe. Ça, c'est plutôt collapse, parce que les avions vont consommer encore plus de carburant, donc encore plus épuiser les ressources pétrolières et dérégler le climat. Ce serait pas collapse si cela servait de prise de conscience pour voyager moins et ne pas attendre le Père Noël technologique, qui n'arrivera peut-être jamais, ou alors trop tard. De toute façon, que le Père Noël arrive ou pas, en attendant, on émet du CO2 dans l'atmosphère pour un usage qui est en grande partie non essentiel. Bref, c'est probablement collapse, car si le Covid n'a pas suffi à une quelconque prise de conscience, alors la guerre en Ukraine ne changera probablement rien non plus, les gens s'en foutent. À propos de Covid-19 justement, la Chine reconfine 30 millions d'habitants, 17 millions rien qu'à Shenzhen où 66 cas d'Omicron ont été détectés. Cela ne va pas arranger les bouleversements et dérèglements dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Cette stratégie zéro Covid, face à un virus hyper contagieux certes, mais relativement bénin comme Omicron, dans un pays où la population est largement vaccinée, me laisse un peu songeur. Surtout lorsqu'on observe que des pays jadis très stricts décident de vivre avec ce variant. Personnellement, je n'ai pas du tout confiance dans ce régime totalitaire et génocidaire. Je me demande toujours ce qu'il mijote et je pense que dans un monde en contraintes énergétiques et matérielles croissantes, ils ne nous voudront pas forcément du bien. Bien sûr, je vous dis tout cela avec un smartphone Huawei sur ma table et devant une caméra fabriquée en Chine. Bref, on est dans le beau drap. Enfin, pour clore, pollution numérique. Les NFT, Non-Fungible Tokens, prolifèrent malgré leur impact catastrophique pour l'environnement. À l'image d'un nombre croissant d'artistes, l'artiste visuel sud-africain Von Mash n'a pas résisté à la tentation des NFT qui lui ouvrent la voie à des revenus que ne permet pas le marché traditionnel de l'art. Dans le même temps, inquiet de leur impact écologique, il recherche des solutions moins polluantes pour placer ses œuvres numériques. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien vers l'article de France Info. Merci de nous avoir suivis. Nous avons passé ensemble, je pense, des moments de joie, de tristesse, de galvanisation, de perplexité, de stupeur, d'abattement et d'espoir. Bref, la vie. À bientôt.